Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une période charnière du Maroc, le tout début du XXe siècle. Et on va le faire à travers une figure puissante et assez controversée, le caïd Aïssa Ben Omar. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur une discussion historique assez fouillée pour examiner son parcours. Son ascension, son règne sur Abda, près de sa fille, et puis bien sûr sa confrontation très connue avec la poétesse Karboucha. Tout ça sur fond de crise politique majeure et bien sûr l'arrivée du protectorat français. C'est ça. L'idée, c'est de comprendre qui il était vraiment, le système qu'il incarnait et comment son histoire, finalement, elle éclaire les bouleversements de cette époque. Parfait. Alors allons-y. Pour commencer, qui était ce caïd Aïssa Ben Omar? C'était quoi un grand caïd à ce moment-là? Alors, un caïd, à cette époque, c'est le représentant du sultan dans sa tribu. Mais attention, il est aussi le porte-parole de la tribu auprès du pouvoir central, le Maxen. D'accord, une sorte de double casquette? Exactement. Et il cumulait énormément de pouvoirs. L'administration locale, la justice, la collecte des impôts, le maintien de l'ordre aussi. Vraiment tout. Oui. Et Aïssa Ben Omar, lui, il régnait sur les Abda, une région historiquement liée au Doukala. Sa famille, elle avait fait fortune dans le commerce, notamment via un petit port, Cap Bedouza. Intéressant. Et comment il s'impose? Parce qu'il ne devait pas être le seul à vouloir ce passe, t'imagines? Ah non, certainement pas. En fait, dès 1879, sous le sultan Hassan V, il a réussi à évincer ses concurrents. Il est devenu le caïd de tous les Abda. D'accord. Par la force, l'intrigue. Un peu des deux, sans doute. Il a étendu son influence, il gérait même une partie du bétail du sultan. C'était un homme très très puissant. Avec sa propre administration, sa propre milice. Mhm. Et chose importante, il était basé au cœur de sa tribu, pas en ville. Ce qui renforce son contrôle direct, j'imagine. Tout à fait. Mais c'était une période très troublée, hein. Oui, vous parliez de crise financière, de pression fiscale et les appétits coloniaux européens qui grandissent. Précisément. Et c'est dans ce contexte très tendu qu'éclate un conflit majeur. Aïssa Ben Omar entre en guerre contre une fraction de sa propre tribu, Ah oui, contre les siens. oui, les Ouled Zaïd. Apparemment, des tensions sur les impôts, une contestation de son autorité par leur cheikh. Les raisons exactes sont peut-être complexes. Et c'est là qu'intervient Karboucha, la fameuse poétesse. Une chanteuse reconnue. Et elle prend parti contre lui. Ah oui, et de quelle manière? Elle utilise son art, ses chansons, ses poèmes, pour dénoncer ce qu'elle voit comme la tyrannie, la brutalité du caïd contre sa tribu. Avec des mots forts, j'imagine. Très fort. Des paroles très dures qui ont vraiment marqué les esprits. Elles sont restées dans la mémoire collective. La source qu'on a étudiée mentionne même une possible relation passée entre Aïssa et elle, avant le conflit. Ah, ça ajouterait une dimension dramatique incroyable. Tout à fait. Et la répression contre les Ouled Zaïd, elle a été féroce. À quel point? On parle d'une vraie guerre. Les Ouled Zaïd sont chassés de leurs terres, leurs biens sont saisis. Et il y a cet épisode particulièrement sombre lors de supposées négociations de paix. Oui. Aïssa aurait fait massacrer les chefs des Ouled Zaïd qui s'étaient réfugiés dans un sanctuaire. Un marabout, sans doute. Quoi? En violant le droit d'asile et la parole donnée. C'est ce qui est rapporté, oui. Ça a évidemment beaucoup nui à sa réputation, même à l'époque. Et Karboucha dans tout ça, quel a été son sort? Elle a réussi à s'enfuir au début, mais Bahmad, qui était l'homme fort du Magzen à ce moment-là, a ordonné son arrestation. Et elle a été attrapée? Oui, par les hommes du caïd Aïssa, et après ça, elle disparaît. Son sort exact reste un mystère. Personne ne sait. Les légendes varient. Exécutée, emmurée vivante, comme le dit une version populaire, emprisonnée jusqu'à sa mort, on ne sait pas. Sa voix s'est tue, mais sa légende, elle, était née. Celle de la résistante par la parole. Une histoire incroyable. Et pendant ce temps, Aïssa Ben Omar, lui, continue son ascension, malgré tout ça. Oui, c'est assez paradoxal. Il navigue très habilement dans les luttes de pouvoir au sommet de l'État, notamment entre les sultans Abdelaziz et Moulay Hafid. Il choisit le bon cheval, en quelque sorte. C'est ça. Il soutient Moulay Hafid, et quand celui-ci prend le pouvoir, Aïssa devient même son ministre des Affaires étrangères. Il étend son contrôle jusqu'à la ville et au port de Safi. Ministre, alors qu'il vient de réprimer si durement une partie de sa tribu? Oui, et fait intéressant, malgré les liens commerciaux de sa famille, il montrait une certaine méfiance, voire une antipathie envers les Européens. Ce qui nous amène à 1912, l'arrivée du protectorat français. Comment réagit-il, lui qui était si puissant et méfiant? Eh bien, au début, il collabore. Il aide même les Français dans ce qu'ils appelaient la pacification de la région.
Ah bon? Mhm. Il accepte l'autorité française? Il semble jouer le jeu, oui. Mais très vite, des frictions apparaissent. Lui, le grand caïd qui ne répondait qu'au sultan, il supporte très mal de recevoir des ordres d'officiers français, souvent plus jeunes que lui. Je comprends. Le choc des cultures de commandement. Exactement. Le point de rupture, c'est quand il refuse d'attaquer un caïd voisin, Enflous, qui s'était révolté contre les Français. Il refuse un ordre direct. Et là, les Français ne laissent pas passer. Non. Il est tout de suite considéré comme peu fiable, peut-être même comme une menace potentielle pour leur autorité toute neuve. Du coup, vers 1914, il tombe en disgrâce. Sa chute est rapide alors. Très rapide. Les autorités françaises l'éloignent de son fief d'Abda et l'exilent à Salé. Exilé. Oui. Et il y meurt en 1924, apparemment dans une grande pauvreté, très loin de l'opulence et du pouvoir qu'il avait connu. Quelle trajectoire! De la puissance quasi absolue à l'exil et l'oubli. Son histoire est vraiment une fenêtre sur la complexité de cette période, non hein? Absolument. Ça montre bien comment fonctionnait l'autorité traditionnelle, le Marsène. Ça montre aussi les résistances culturelles, comme celle de Karboucha. Et puis, bien sûr, le choc de la mise sous tutelle coloniale. On voit le dilemme de cette élite face à un ordre nouveau. Oui, un ordre qu'ils ont parfois aidé à mettre en place, sans vraiment en mesurer toutes les conséquences, je crois. Beaucoup, comme lui, n'ont peut-être pas saisi la nature réelle du protectorat, au-delà des premiers accords. Ils pensaient pouvoir garder leur pouvoir à l'ancienne. Ce qui n'était plus possible. Non, le système avait changé. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Comment la mémoire populaire, justement celle qui est portée par des voix comme Kharboucha à travers le chant, la poésie, comment cette mémoire continue de façonner notre regard sur l'histoire, parfois différemment des récits officiels, des récits du pouvoir? C'est une excellente question. La persistance de la figure de Khalboucha face à celle, plus ambivalente, du Caïd Aïssa, montre bien cette tension entre l'histoire vécue, l'histoire chantée et l'histoire écrite par les détenteurs du pouvoir successifs. Une réflexion à poursuivre en effet.